bienvenue dans ce 9e épisode du podcast Nous, Femmes d'IPE. Être fiers de qui nous sommes, femmes, francophones, insulaires, des femmes inspirantes qui prennent le pouvoir sur leur vie, qui se battent pour leurs droits et qui surpassent leurs rêves. Dans chaque épisode, je pars à la rencontre d'une de ces femmes. À travers son parcours, son histoire et ses combats, elle s'interroge avec nous sur son féminisme. Aujourd'hui, c'est avec Jane Ledwell que je prends le temps de discuter. Depuis son enfance dans les campagnes du Queens à son poste au sein du PEI Advisory Council on the Statue of Women, en passant par la Nouvelle-Zélande et le Nouveau-Brunswick, Jane nous ouvre les portes de sa vie entre famille et militantisme féministe. Ou quand des valeurs se transforment en un métier aussi important que difficile. Bonne écoute! Bonjour Jane. Bonjour. Je suis très contente de t'accueillir sur le podcast. Merci beaucoup pour l'invitation. Très bien. Et écoute, la première question que j'ai envie de te poser, c'est de te présenter comme tu le souhaites. Je m'appelle Jane Ledwell. Je vis ici à l'île de Prince-Édouard, ici à Charlottetown avec ma famille. Et je travaille avec le Conseil consultatif sur la situation de la femme, qui est une agence provinciale qui fait du travail sur la situation de la femme, les enjeux des femmes. Et c'est toujours très intéressant. Il y a quelque chose de différent à chaque jour, des défis à chaque jour, mais aussi des succès de temps à autre qui sont très, très importants, qui fait une différence dans la vie des gens de tout genre ici à l'île. Ouais, merci de faire ce travail, c'est super. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu es arrivée à travailler pour la situation des femmes? Oh, c'était très intéressant. Quand j'étais jeune, j'ai étudié la littérature anglaise. Et c'est pas très utile. Mais ça te prépare pour beaucoup de différentes carrières. Et ce que je fais le mieux, mais en anglais, pas en français, c'est l'écriture. Merci d'ailleurs de parler en français avec nous. OK, merci. Donc, quand j'étais étudiante, je m'intéressais beaucoup à la littérature, mais aussi des questions de justice sociale. J'ai participé, j'ai assisté à beaucoup de manifestations. J'ai organisé quelques. Okay. Et j'ai appris beaucoup à propos de la situation des femmes, la situation des gens pauvres, par exemple, partout au monde. Et ça, c'était très important pour moi. Ça, c'est même pas plus important que ce que j'ai appris dans les salles de classe, mais c'était très important pour ma formation personnelle et professionnelle. Donc, après que j'ai eu l'opportunité à étudier à la Nouvelle-Zélande. Mais quand je suis rentrée à l'île de Prince-Édouard, c'était l'année 1996. Et il n'y avait pas d'emploi ici. Il n'y avait pas d'emploi, c'était terrible, c'était extrêmement difficile. Tu cherchais dans quel secteur à ce moment-là? N'importe quoi. Ah, okay. Ma première emploi, quand je suis rentrée à l'île, c'était de gérer une camp d'été pour des enfants pendant une semaine pour $500. Et tu as pu vivre longtemps avec cet argent? Oui, donc j'ai dû trouver des contrats et j'ai dû trouver des opportunités plus petites, plus intéressantes. Mais un des projets que j'ai fait, c'était un projet pour le Conseil consultatif sur la situation de la femme. Pour le millennium, pour le change de millennium. OK.
elles ont décidé de faire un projet de recherche, un projet d'histoire pour examiner la contribution de femmes dans le 20e siècle au sein de la culture, les arts et des choses comme ça. Pour le Canada? Pour l'île de Prince-Édouard. Vraiment localisé, OK. Oui, très localisé. Donc, j'ai fait l'article sur l'écriture ici à l'île. Et après ça, j'ai aidé à publier le document. C'était une website. C'était un projet avec des CD-ROM. C'est pas très courant maintenant, mais c'était en ligne et c'était une CD-ROM. Donc, mais j'ai fait la rédaction, la publication de ce projet et j'ai beaucoup aimé travailler avec le Conseil consultatif. Et quelques années plus tard, c'est un organisme avec avec très peu d'emplois. Très peu d'employés aussi. C'était un peu à projet, c'est-à-dire que chaque projet avait ses employés, puis le projet fini. Non, c'est plutôt des employés à plein temps et permanents. Mais il y avait deux employés, 2,5, et les deux, pas le demi, pas le à temps partiel, l'employé à temps partiel, mais les deux employés de temps plein ont décidé de partir en même temps. Et elles avaient besoin, les membres du conseil voulaient la continuité et elles cherchaient des femmes avec un peu qui étaient familiers avec l'organisme. Et parce que j'ai travaillé sur un projet, j'ai eu l'opportunité à chercher un emploi et j'ai commencé à travailler en 2004. Oui, donc presque entre 20 96 ans. Et 2004, tu as fait des petites choses. Oui, j'ai travaillé presque à plein temps à l'université. J'ai travaillé avec l'Institut d'études des îles. Et avant de partir l'université, avant de partir, j'étais directrice de l'Institut d'études des îles. Mais ça, c'était la première fois que j'avais quelque chose de fixe. Quelque chose de vraiment un contrat de plus de 10 mois. Bravo! Oui, c'était très intéressant. C'était très excitant. Mais je l'ai quitté. Avant 10 mois? Non. Non, 11 mois. J'ai quitté parce que j'ai vraiment voulu faire le travail avec le Conseil consultatif. Et j'ai commencé comme chercheuse et analyse de politique. Et ça c'est mon passion. C'est vraiment... Tu l'as découvert là où tu as dit que tu avais déjà un peu un pied dans la politique au niveau des études, un peu. Ouais. Du coup, c'est quelque chose que tu cherchais ou que tu as redécouvert avec ce travail? L'Institut d'études des îles, c'est aussi un organisme qui donne des conseils au gouvernement, fait des recherches, qui s'intéresse aux politiques dans ces années-là, s'intéressait beaucoup à la politique, les politiques, vraiment les politiques et l'analyse des politiques. Donc, c'était très intéressant d'avoir une opportunité à parler des politiques de genre. C'était très intéressant. J'imagine que c'était un peu le début aussi de ça, de parler des politiques de genre, la situation de la femme date quand même un peu plus tôt, mais vraiment les prises de conscience et tout ça, j'imagine que c'était assez tôt dans début des années 2000. Oui, mais le Conseil consultatif a existé depuis 1960. 15. Beaucoup d'histoires, là. Et il y avait toujours pas toujours, mais pendant 40 ou 50 années, des organismes, des organismes communautaires comme le réseau des femmes, Women's Network, comme ce qui est maintenant
les services de prévention de la violence familiale. C'était Anderson House and Transition House Association, the Rape and Sexual Assault Center. Ces organismes existaient depuis longtemps. Et ici, à l'île de Prince-Édouard, pendant les années 70, les années 80, il y avait des festivals, des fêtes pour des femmes à chaque année, des opportunités très importantes pour développer la connaissance et les réseaux féministes. Et il y avait beaucoup de travail à faire pour les féministes pendant ces années-là. Pendant les années 1980, on a perdu des services reproductifs, des services de l'accès à l'avortement à l'île de Prince-Édouard, par exemple. Et il y avait beaucoup à faire pour rebâtir les services, reconnaître les besoins des femmes. Mais il y avait toujours des femmes qui étaient prêtes à faire le travail. Oui. Ensemble, c'est surtout aussi, organisé. Tu dis, on avait un service, puis on le perd, puis on l'a, puis on le perd. C'est ce travail aussi qui est sûrement un peu difficile et au niveau de l'énergie que ça prend, compliqué, quoi, à gérer. Oui, je sais toujours si le travail que nous faisons vraiment va changer le status quo. Il y a beaucoup plus de backlash. Oui. S'il n'y a pas de backlash, probablement, on ne va pas assez vite, okay. Nous ne creusons pas assez. C'est le retour. Tu dis, OK, là, j'ai bien reçu le message. Oui. C'est pas la bonne métaphore. Si. Elle est très bonne. Comment tu définirais l'évolution, du coup, parce que donc, tu as commencé dans les années 2000, mais comment tu décrirais l'évolution jusqu'à maintenant de ces organismes-là? Quand j'ai commencé, j'étais très excitée parce que un des projets majeurs, c'était de faire des analyses de politique dans quelques domaines très bien identifiés. Donc, on a fait des guides de politique sur quelques topics. Quelques enjeux étaient la prestation de soins, la santé des femmes, accès à la justice, changement dans le système de scrutin, les maternity and parental benefits. J'oublie toujours le mot pour benefits. Toujours. Je pense allocation. Allocation, oui, j'oublie. C'est pas grave. Bénéfice, on comprend très bien. C'est technocrate. C'est un vocabulaire technocrate, vraiment. Mais quelques enjeux, quelques topics comme ça, et c'était très, très intéressant parce qu'il y avait une analyse axée sur le genre. Il y avait des éléments d'éducation publique dans les guides de politique et des conseils directs, les conseils spécifiques pour le gouvernement. Mais quand j'ai commencé avec le conseil, elles avaient complété peut-être 5 de ces guides de politique et okay. J'ai travaillé avec le conseil pour publier quelques autres, mais on a réalisé qu'il n'y avait pas de follow-up. Okay. Personne no one was keeping track of les résultats. Les résultats des recommandations, les résultats des conseils. Et de temps à autre, nous avons entendu d'un développement très important, par exemple, et on a dit, mais nous avons conseillé le gouvernement de faire ça et ils ont fait ça. On ne savait pas, on n'a pas pu même célébrer les succès. Bien sûr, comme des choses que nous avons conseillé continuer à ne pas être... il n'y avait pas d'action, mais ça, c'est l'autre côté de ça. Mais le conseil a décidé d'utiliser un processus d'évaluation un peu comme un bulletin de scrutin, okay. Un report card, qui a été traduit par les traductrices expertes comme fiche de rendement. Oui, pour un organisme communautaire, c'est fort. Une fiche de rendement, c'est
OK. Donc, c'est ça que nous avons créé pour prendre les conseils que le Conseil a donnés au gouvernement, évaluer le progrès là-dessus et le progrès sur des enjeux d'égalité en général. Ça, c'est quelque chose de très... Ça nous a donné une bonne focus, une bonne façon à vraiment diriger les conseils, diriger les conseils sur les politiques. Mais à l'autre côté, l'organisme, l'important, c'est l'éducation publique. Et ça c'est... Nous avons développé beaucoup de ressources au sein de l'éducation publique aussi pendant les dernières 20 années ou presque 20 années. La campagne du ruban violet, ça c'est un de nos programmes les plus importants. Et c'est pendant les dernières 12 ou 15 années que nous avons vraiment, c'était toujours un contrat ou c'était un projet. Et on l'a fait à chaque année parce que la prévention de la violence basée sur le genre, la prévention et aussi l'importance de réagir même quand la violence continue à exister. Toutes les deux choses sont très importantes. Donc, mais c'était un projet à chaque année, mais on a fait une décision d'avoir des programmes comme ça, comme at the core, des programmes annuels, comme une garantie que le conseil serait le groupe qui that we would make sure that happened à chaque année. Le gérer, ou même pas le gérer, même pas... c'était pas nécessaire pour notre organisme d'être un leader, mais d'assurer la communauté que la continuité sur ces projets-là. Et c'était difficile pendant quelques années où il n'y avait pas de ressources pour des organismes féministes dans la communauté, des organismes basés dans la communauté. Pendant les années de Premier ministre Harper, par exemple, la première chose qu'il a fait après avoir été élu, c'était d'éliminer des ressources pour des organismes dans la communauté féministe, de dire, vous ne pouvez pas faire les recherches, vous ne pouvez pas faire vraiment des manifestations ou des choses comme ça, même d'avancer les enjeux. Oui, mais c'est vrai que ce fait d'être toujours lié aux subventions annuelles et puis que ça dépend de la politique, c'est vrai que ça, c'est aussi difficile pour les organismes communautaires de pouvoir s'adapter chaque année et refaire des choses. Et les personnes qui travaillent dans les organismes communautaires, je lève mon chapeau parce que vraiment, je trouve qu'elles ont l'énergie tous les ans de recommencer et de se rebattre pour peut-être des fois les mêmes choses qui ont été acquises, qui sont perdues, et on recommence. Donc, c'est vraiment fort parce que toi, du coup, tu travailles là-bas depuis 20 ans. Oui, mais sur notre organisme, parce que c'est une agence du gouvernement, les membres du conseil sont nommés par le gouvernement. Nous n'avons pas de ressources, nous n'avons pas de subventions pour des projets. Ça c'est pas disponible pour nous en général, mais nous avons une subvention de base pour notre opération. Donc, c'est très différent que des organismes dans la communauté, beaucoup moins flexibles, mais beaucoup plus consistants. Beaucoup plus... C'est quoi le mot? Consistant. Consistant, oui, ça va? Juste. OK. Oui, c'est bon. OK, merci pour tout ce background là, sur les organismes communautaires. J'ai envie de revenir un petit peu à toi. Est-ce que tu aurais des moments forts de ton parcours, que ce soit personnel ou professionnel, qui t'ont amené à grandir et à passer des étapes?
je devrais probablement dire que j'ai 2 enfants et ça doit être le moment de fierté pour moi, vraiment, la naissance de chacun de mes 2 enfants. Mais et bien sûr, c'est très important, mais je vais être un peu plus, un peu plus intéressant. Oui. C'est intéressant, mais... Comme j'ai dit tout à l'heure, un moment qui a marqué ma vie, c'était l'opportunité, l'occasion d'étudier à la Nouvelle-Zélande. Et j'étais à la Nouvelle-Zélande pendant 1 an et demi. Et c'est un pays incroyable, vraiment incroyable, une culture très, très intéressante. Malheureusement, j'ai une mal de pays. Presque débilitant. Et c'était un grand défi pour moi d'aller à l'autre côté du monde, mais en ce sens-là, je pense qu'il a été très clair pour moi de réaliser que je devais rentrer à l'île du Prince-Édouard. C'est pour ça que je suis ici, parce que mal de pays, ça t'a fait penser, OK, là, il faut... Oui, donc ça, c'était quelque chose de très, très important pour moi. Et je demeure ici, même pendant les périodes de difficulté, même dans les périodes où c'est très frustrant d'être quelqu'un qui aime l'île du Prince-Édouard. Et il y a des moments comme ça à chaque jour et des périodes comme ça à chaque quelques années. Mais je crois que c'est ici que je dois faire mon travail dans le monde. Et tu penses que sans être partie en Nouvelle-Zélande, tu aurais moins eu cette accroche à l'île du Prince-Édouard? Nous allons dire oui, mais une professeure qui a écrit une lettre de référence pour moi avant que j'ai parti, il a dit « OK, je vais écrire cette lettre, mais... je pense que tu vas avoir une mal de pays. » J'ai étudié au Nouveau-Brunswick et j'avais mal du pays au Nouveau-Brunswick. Donc, il a dit, ça va être, c'est un grand défi, mais il m'a laissé faire mes choix. Mais pour toi, c'était important ce départ. Oui. C'est quoi qui a motivé, du coup, alors que tu savais que déjà le Nouveau-Brunswick, c'était difficile, de partir encore plus loin? C'était l'opportunité. J'ai eu l'opportunité à avoir une scholarship et étudier quelque chose d'intéressant. Oui. C'était la littérature et la culture de la Nouvelle-Zélande que j'ai étudié. C'est très, très utile. J'utilise my degree from there à chaque jour, vraiment. OK. Non, mais ne serait-ce que dans ta tête, déjà, ouais. Tu sais des moyens de penser. Ouais. Justement, je voulais te poser la question, comment tu pourrais faire le parallèle entre l'île de la Nouvelle-Zélande et l'île du Prince-Édouard? Il y a beaucoup de différences, mais il y a beaucoup d'éléments qui sont semblables. Et je pense que c'est... Les différences culturelles sont plus difficiles à naviguer quand on a une attente de différence ou une attente de choses semblables qui n'est pas... that's not met. Donc, c'était les choses différentes, les plus petites, qui étaient les plus bouleversants ou les plus déracinés. J'ai eu les plus grandes difficultés avec les différences les plus petites. Et les différences grandes, c'est très intéressant. On peut répondre avec la créativité. Ça nous demande de chercher dans nous-mêmes pour trouver des ressources, des idées, des pensées différentes. Mais quand des choses sont presque semblables,
Quel exemple tu aurais pour ça? C'est quoi? Quel est un exemple? C'est difficile à dire. Je ne sais pas. Je peux penser d'un exemple. Comme des choses qui sont très, très différentes sont vraiment le rôle, par exemple, des gens maoris dans la culture de la Nouvelle-Zélande. Et c'est une population indigène autochtone qui est plus grande qu'ici. C'était une colonisation plus tard dans l'histoire de colonisation. Les traités étaient établis d'une façon différente entre la Grande-Bretagne et les nations maoris à la Nouvelle-Zélande. La visibilité et l'importance de culture, l'influence de culture maori, c'était très, très important. La visibilité aussi du racisme, c'était beaucoup plus prominent. Donc, j'ai pu faire des parallèles, j'ai pu voir les mêmes choses dans la culture de l'île avec l'effet de colonisation, l'effet de racisme et les relations entre les populations différentes. Mais c'était plus haut, c'était élevé, c'était très, très visible à la Nouvelle-Zélande. Donc, j'ai beaucoup appris à propos de mon culture. Et le moment, c'était les années, c'était 1995 que j'ai vécu à la Nouvelle-Zélande et beaucoup des tendances, les tendances politiques qui commençaient au Canada dans cette année. La Nouvelle-Zélande a eu des changements, a subi les mêmes tendances ou a fait face aux mêmes tendances 10 ans en avant, 10 ans avant ça. C'est un peu compliqué. Je peux l'expliquer très, très bien en anglais. mais on comprend en fait que ça t'a permis aussi de prendre du recul sur ce que tu vivais au Canada et d'amener des nouvelles choses. Oui, les politiques... Dans les années 1980, au Canada, on a vu les changements dans les systèmes sociaux, beaucoup moins d'appui du gouvernement fédéral pour le social safety net, pour le système de welfare. Et ça a commencé avec des budgets d'austérité dans les années 1980, ce qu'on a appelé des Structural Adjustment Programs dans le Sud global, mais que des gouvernements néolibéraux dans le Nord global ont adopté eux-mêmes sans être coercés. Donc, à la Nouvelle-Zélande, ces changements néolibéraux, ces changements au système de bien-être, de welfare, de social safety net ont commencé dans les années 1980, étaient en place depuis 10 ans. Et il y avait beaucoup d'effets que j'ai pu voir et dans mes collègues, les vies de mes collègues, les vies des autres étudiants et étudiantes à l'université. Et j'ai pu voir le futur du Canada. C'est intéressant. Oui, et c'était assez... C'était un peu effrayant, vraiment. Ouais. Et le Canada n'a pas évité les effets que j'ai vus à la Nouvelle-Zélande. Mais il y avait, comme j'ai dit, aussi beaucoup de différences de culture et beaucoup de différences dans les politiques. J'imagine que du coup, le retour aussi au Canada a dû être compliqué. Oui. Comment ça s'est passé? J'ai dû juste finir mon thèse. Oui, la complication, c'était que mes parents ont dit, no, I wasn't allowed to leave New Zealand until my thesis was
done. Donc, je l'ai laissé avec le bookbinder et j'ai parti pour l'avion. le même drive, le même jour. Parfait. T'as rempli le contrat. Et après ça, ou même avant ça, est-ce qu'il y a eu d'autres moments, tu dirais, qui t'ont construit? Laisse-moi penser. Comme j'ai dit, la chose que je fais le plus facilement en anglais, c'est l'écriture. Et je suis un poète et je suis une écrivaine. Je suis une rédactrice de livres aussi. Et ça c'est très important pour moi, de trouver un espace, de trouver un peu de temps dans ma vie pour la création des livres, la création de la littérature. Ça, c'est très important pour moi. Je n'ai pas fait le temps depuis les dernières quelques années parce que, je ne sais pas, une pandémie, des adolescents, oui, 2-3 choses. Être une parent d'adolescents, avoir trop de famille. C'est bien d'un côté. Oui, c'est bien et c'est beaucoup de responsabilités. Oui, c'est vrai. Donc, ça, c'est quelque chose de très important pour moi. Et la première livre que j'ai complété, c'était une grande occasion, un grand moment pour moi. Et tu avais quel âge quand tu as terminé? Ça, laisse-moi voir. Je dois faire les calculs. Tu peux donner l'année, si tu préfères. Non, j'avais 33, mais les poèmes... Le premier poème qui est publié dans ce livre, que je l'ai écrit quand j'ai eu 19, peut-être. OK. Donc, beaucoup de temps. Je ne suis pas prolifique. Oui. Ouais. Oui, mais c'est vrai. Les artistes, je pense que quand tu as besoin d'un cursus créatif aussi, il faut prendre le temps. Oui. Et ça, c'est même avant... c'est probablement pas une coïncidence, mais c'était avant que j'ai eu des enfants. C'est pas une coïncidence. Le temps file après. Oui. C'est ça. Et j'ai envie aussi de savoir en quoi la Jane d'aujourd'hui, elle a un rapport avec la Jane d'il y a 10 ans. Comment tu vois un peu la personne que tu étais quand tu étais enfant, comment tu la comparerais à celle que tu es aujourd'hui? Oh dear. J'espère que j'ai développé dans ma compréhension. J'espère que j'écoute bien. J'espère que je continue à apprendre des autres. Mais je crois que mes valeurs, je crois que mes motivations sont probablement les mêmes. C'était toujours important pour moi de voir l'égalité et la justice. C'est des valeurs très importantes, des principes. Déjà quand tu étais enfant? Oui. Et ça se voyait comment? J'ai écrit des lettres de protestation aux administrateurs et administratrices de mes écoles. Ah oui? Oui. Et tu disais quoi? Un que je peux rappeler, c'était une lettre à propos de les avertissements pour la bière sur des T-shirts. Je n'aimais pas l'exploitation des enfants par des corporations. C'était quoi? Il y avait une distribution de T-shirts? Non, c'était juste c'était juste fashion. C'était juste des T-shirts que les enfants aimaient porter. Et toi, tu disais non. Mais j'étais très fâchée aux corporations d'exploiter, de manipuler des enfants comme ça. Parce que ça veut dire que tu avais quand même une conscience. Moi, à 10 ans, je pensais vraiment pas à ça. Mais c'est correct, hein. Mais en fait, je me demande d'où ça vient. Tu vois, à 10 ans, tu protestes contre la publicité et l'exploitation des enfants. Oui, mais
quand j'avais 10 ans, le concept de féminisme, c'était pas disponible à moi. Je dirais que j'étais une fille dans une province assez conservateur, dans une région rurale, avec une famille assez conservateur. Tu peux nous rappeler de où tu as grandi? Oh, c'était dans le comté Queens, mais c'est entre Charlottetown et Hunter River. Mais quand j'ai été petite, c'était assez rural. C'était plus rural que maintenant. Maintenant, c'est une bedroom community. C'est pas loin de Charlottetown. C'était beaucoup plus loin de Charlottetown quand j'étais petite parce qu'il n'y avait pas beaucoup avec beaucoup d'enfants dans la maison et seul un véhicule quand j'étais petite. Charlottetown était loin. Très loin, oui, j'imagine. Donc, ça c'était pas un concept vraiment qui était disponible, qui était dans ma maison. Il y avait beaucoup de concepts d'égalité, de concepts de justice, mais pas féministes. Et j'ai dû découvrir quelques des choses moi-même. Donc, même si les concepts de justice sociale étaient très importants pour moi, même quand j'étais petite, j'ai commencé avec des groupes de gauche, des groupes écologiques, des groupes comme Amnesty International, quand j'étais adolescent, et des groupes comme ça. Et c'était un peu plus tard que j'ai réalisé que le lien entre tous mes intérêts, c'était l'égalité de genre. C'était, et que j'ai dû être une féministe. Et j'ai dû apprendre les principes de ce mouvement-là pour mettre ensemble tous les aspects de mes intérêts. Justement, j'ai envie de rebondir là-dessus. Toi, ton féminisme, il a quelque chose à voir avec des rayons, en fait, plein de petits éléments qui font le féminisme. C'est pas le féminisme en lui-même. Comment tu définirais ton féminisme à toi? J'espère que mon féminisme est inclusif maintenant et intersectionnel. C'est beaucoup changé depuis les années 1990, bien sûr. J'espère qu'il s'agit d'une compréhension qui est croissante et qui est changeante selon les changements dans les besoins des gens de tout genre et les besoins, la manière qu'elle vit. J'aime encore travailler dans le projet de démanteler le patriarcat cis-hétéro en particulier, la suprématie blanche et le capitalisme. Mais toutes ces choses ensemble, c'est juste un petit projet. Oui, c'est pas grand-chose. Et je veux faire ça en moi-même, ainsi avec les autres, en solidarité, et de commencer à réparer les préjudices de l'oppression dans le monde, d'être partie des systèmes d'appui pour des gens et pas des systèmes d'oppression pour des gens, et les projets de réconciliation avec les gens autochtones ici au Canada. Ça, c'est quelques des choses qui sont importantes pour moi, et un féminisme qui inclut toutes les femmes, les femmes qui s'identifient comme femmes, et des gens de genre minoritaire aussi. Ça, pour moi, c'est intégral au féminisme. J'ai envie de te poser la question. C'est tellement large et changeant aussi, c'est ce que tu dis, suivant les moments de l'histoire, et puis souvent aussi ce que toi, personnellement, tu ressens et ce que tu es touché. Comment tu adaptes l'énergie que tu donnes à la cause?
en fait, j'entends, c'est que tu peux pas donner toute ton énergie à toutes les causes, tu vois. Il y a forcément des choix à faire. Comment, toi, tu gères ça? Badly. Je sais bien, c'est difficile en pratique, mais je sais bien que l'important, c'est d'avoir un focus, d'avoir des priorités au moment donné et d'essayer de faire, d'influencer un progrès sur un projet ou sur un enjeu ou 4 ou 5, mais d'avoir un peu de focus, c'est très important. Et ça peut, j'ai vu des changements pendant ma vie ici à l'île Prince-Édouard. L'exemple le plus important, c'est l'accès à l'avortement. Quand j'ai eu 10 ans, c'était 1982, c'était la dernière année qu'il y avait un accès à l'avortement local ici à l'île Prince-Édouard. Après ça, il n'y avait pas d'accès dans la province. Et beaucoup de gens ont travaillé pendant 35 années et maintenant, c'est un service médical nécessaire, disponible ici à l'île pour toute personne enceinte qui ont besoin. C'était tellement difficile comme de se battre contre les politiques préjugées, les politiques d'oppression qui n'ont pas reconnu l'autonomie des femmes. Donc, mais avec un peu de focus et 35 ans, le voilà. Si, mais est-ce que c'est acquis? Tu sais, en fait, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que, tu vois, jusqu'en 82, il y avait ce service. Puis ensuite, il n'y a plus eu pendant 35 ans. Puis ça a été un combat pour arriver à l'avoir de nouveau. Puis, est-ce que tu dirais qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est là et qui ne devrait plus bouger? Aujourd'hui, je crois, un recul, c'est toujours possible. Sur tout enjeu où on a vu, on a poussé pour avancer une chose, un recul, c'est toujours possible. Parce que, comme j'ai dit, le status quo ne veut pas changer, n'aime pas le change. Et il y a des personnes avec beaucoup de pouvoir qui sont très confortables et n'aiment pas les changements moins confortables. Donc, protéger, c'est très important de mettre en spotlight, de avoir un focus sur des choses que nous n'avons pas atteintes jusqu'à maintenant, mais il faut toujours aussi protéger ce que nous avons atteint jusqu'à maintenant. Non, mais c'est vrai, tu as raison. Ouais. Et ça prend presque autant d'énergie de protéger ce qu'il y a que de mettre de l'énergie dans la nouveauté. Oui. Et comme femme blanche, il ne faut pas arrêter à faire quelque chose qui est disponible pour des femmes blanches, mais qui n'est pas également disponible pour des femmes minorités ou des femmes racialisées pour n'importe quelle raison, où s'il y a encore des barrières pour quelques groupes, c'est pas atteint. C'est pas atteint. Et fréquemment, on peut... C'est comme être equal enough. You're equal enough. Mais quand quelqu'un dit ça, c'est assez, il y a toujours quelqu'un pour lequel il y a beaucoup de barrières. Oui. Du coup, j'ai envie de te demander, c'est quoi, toi, ta plus grande... Alors, c'est pas fini encore. Ta carrière n'est pas finie, mais dans ta carrière professionnelle, c'est quoi ta plus grande fierté? Le moment le plus excitant, c'était le moment où ils ont annoncé que l'accès de l'avortement va aller retourner à l'île de Prince-Édouard. Ça c'était
littéralement incroyable. Raconte-nous comment ça s'est passé. Il y avait une constitutional challenge qui a été lancée par un groupe de femmes dans la communauté pour dire les restrictions, les politiques d'avortement sur l'avortement n'étaient pas justes. C'était pas selon les droits des femmes, c'était contraire aux droits des femmes. Et le gouvernement aurait pu se battre contre ça. They could have continued a legal challenge. They could have gone to court. Ce que le groupe dans la communauté a espéré, elles ont espéré que... l'espoir, c'était que le gouvernement would decide not to fight. C'était un petit groupe de femmes ou c'était quand même un groupe qui s'était construit... Un petit groupe de femmes construit pour l'exercice d'un défi constitutionnel, mais des représentants de beaucoup de plus et de beaucoup d'organismes, beaucoup de travail. Mais c'était un petit groupe de femmes qui ont lancé le défi constitutionnel. Donc, le gouvernement, we hope that they would just not fight in court. Oui. Et la dernière journée, they had maybe 30 days to respond. Et la dernière journée, la journée de décision, ils nous ont invités à une conférence de presse. Ah, tu ne savais pas avant d'arriver à la conférence de presse? Okay. Donc, après avoir été invitée à la conférence de presse, j'ai pensé, OK, c'est probablement, ils ne vont pas nous battre le groupe de femmes dans les cours. C'est bon. Et nous avons décidé de se rassembler, aller à la conférence de presse ensemble. Mais j'ai arrivé à la Voluntary Resource Center à Charlottetown où les autres ont attendu et à la porte, elles ont dit, we won. I said, oh, I expected if they invited us to the press conference, they weren't going to fight. No. Ils vont annoncer des services. C'est pas juste qu'ils ne vont pas aller dans les cours. C'est ils vont avoir des services. Et je sais bien l'expression d'étonnement sur mon visage parce que la prochaine personne qui est entrée dans la salle, j'ai vu la même expression sur son visage. C'était étonnant, vraiment. C'était, ça ne semblait pas possible. Et dans l'année 2020, ou 2021 peut-être, le gouvernement a lancé son revue des statistiques, son un profil statistique des femmes à l'aide principale. Pour la première fois, ces statistiques avaient une feuille, une page dédiée aux avortements disponibles ici à l'aide principale. Et le numéro pour l'année 80, pendant les lockdowns pour la pandémie, pendant les restrictions sur les voyages hors de la province, j'ai lu le nombre et j'ai pensé des femmes, des personnes enceintes pendant la pandémie qui, s'il n'y avait pas d'accès ici à l'île, les tragédies, les conséquences inimaginables. Mais à cause de ce travail, il y avait une liste, un nombre d'histoires, un nombre de femmes, quelques j'aurais pu nommer, quelques j'aurais pu imaginer. Mais à chaque personne, il y avait une histoire et si c'était nécessaire pour elle d'aller à Moncton, à Halifax, pendant les restrictions, je ne peux pas imaginer. Ouais, c'est fou. Enfin, effectivement, tu sais, tu as le côté théorique d'une loi et d'un service, etc. Mais quand tu le ramènes à
à des vraies vies, des vraies personnes. Surtout sur l'île, où c'est une petite communauté et tout le monde connaît un peu tout le monde. Effectivement, c'est assez fort de le ramener tout de suite parce que la mise en place des services, c'était quelle année? 2016. Oui. Donc, c'était vraiment presque juste avant. 2017, c'était la première. 2016, c'était la décision d'établir les services. Les premiers services, le premier soin d'avortement ici à l'île, c'était 2017. Yeah. Oui, OK. Je comprends que ce soit une fierté. Et quand j'ai appris, quand je suis arrivée ici, que ça datait que de 2017, je me suis dit, waouh, c'est fou. Et puis, quand tu apprends l'histoire et tout le travail qu'il y a eu derrière pour arriver à finalement, OK, on y va, on le fait en fait. J'imagine que ça devait être tellement fort. Et je sais bien que c'est quelque chose de controversé et je comprends bien. Quand j'étais petite, dans ma famille, c'était une famille anti-choix et ça, je comprends bien les raisons. Mais j'ai réalisé la réalité des vies des femmes. Et pour moi, la femme devant moi, c'est toujours plus important que le potentiel d'être mère. C'est la personne devant moi qui est important pour moi. Je ne sais pas comment je vais rebondir maintenant. OK. Peut-être qu'on pourrait parler de ce que toi, tu as envie de dire. Peut-être sur autre chose ou sur toi, quelque chose que tu as envie de partager. Peut-être une ressource ou quelque chose qui te fait du bien. Comme ressource, c'est difficile. Je recommande aux gens d'adhérer aux organisations à but non lucratif, des organismes communautaires qui travaillent dans la défense de l'égalité. Ces organismes, ces groupes sont nos ressources les plus importantes, particulièrement dans une communauté tellement petite comme le Prince-Édouard. Donc, Action Femmes, Women's Network, Réseau des femmes, et n'importe quel groupe qui aide à servir leur communauté. Nos voisins et nos amis sont vraiment des ressources les plus importantes. Et au sortir de la pandémie, nous devons surmonter l'isolement social et considérer nos réseaux personnels, nos réseaux professionnels aussi, comme des ressources, plutôt que nous tourner vers les livres, des sites web. C'est toujours facile à utiliser le Google, mais c'est ma voisine, mon voisin qui a quelque chose à m'apprendre, m'enseigner, plus que le Google. Oui. Tu vois vraiment une différence entre avant pandémie et après pandémie sur les relations? Oui, personnellement et professionnellement. Et des gens sont tellement épuisés. Les moments ensemble sont même plus importants. Et les moments à parler ensemble, à partager nos expériences sont très, très précieux. Oui, je peux que te dire merci. OK, merci. Merci beaucoup. Merci d'avoir partagé tout ça avec nous. C'était vraiment très intéressant. OK. À bientôt. Merci. Vous venez d'écouter Nous, Femmes d'IPE, un podcast produit et réalisé par Action Femmes Île-du-Prince-Édouard, financé par Femmes et Égalité des Genres Canada et la Fondation canadienne des femmes. J'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner. Tu peux également nous donner le nom de personnes que tu as envie d'entendre ici en commentaire. En attendant, n'oublie pas de prendre ta place et à bientôt.